Merci à toutes et à tous d'être présents ici pour ce débat autour de la question qui est celle que nous posons à l'occasion de toutes les manifestations organisées pour les 20 ans de l'INHA. À quoi sert l'histoire de l'art aujourd'hui? Avec aujourd'hui un débat autour de à nous rendre plus sensibles. Alors, je suis extrêmement sensible personnellement au fait que vous ayez pensé que cette question méritait de se déplacer, alors que les nouvelles que nous avons incitent beaucoup de personnes à ne plus le faire ou à le faire beaucoup moins, en particulier pour ce que beaucoup considèrent comme le superflu, c'est-à-dire l'essentiel qui fait notre vie, celle qui est liée à la réflexion, à l'échange, au partage. Je suis extrêmement heureux d'accueillir ce soir nos invités en nombre un peu moins nombreux que ce qui était prévu aussi sur les invitations, sans doute pour les mêmes raisons. Je le subodore, comme nous le subodorons tous, mais donc je les remercie d'autant plus chaleureusement d'être présents. Pour nous, il est très important de continuer cette programmation autour des 20 ans de l'INHA parce que précisément elle nous sert et je crois qu'elle sert un public plus large puisque ces présentations sont aussi visibles en ligne à réfléchir autour de ce qui nous anime, ce à quoi nous pouvons, nous, Institut national de l'histoire de l'art, servir, et comment, d'ailleurs, l'ensemble des historiens de l'art et des historiennes de l'art de ce pays, et plus largement, peuvent effectivement être utiles à l'ensemble de nos concitoyens. Nous croyons fermement, et sans doute plus que jamais, que l'histoire de l'art est une discipline citoyenne, c'est-à-dire animée par des questions qui sont celles de tous et de toutes, animée par des questions qu'elle peut porter pour le plus grand nombre, parce que précisément les historiennes et les historiens de l'art pensent que certaines questions sont importantes, notamment parce qu'ils sont au contact de ces questions dans leur vie au quotidien, y compris dans leur vie sensible, que les historiennes et les historiens de l'art, peut-être qu'on l'entendra ce soir, sont aussi, enfin même je suis sûr qu'on l'entendra, sont des personnes qui pensent qu'il n'y a pas à opposer intellect et sensibilité, psychologie et interprétation, etc. Comme, là encore, je crois, on a tendance un peu largement à nous le faire croire. De façon générale, donc l'idée de cette série de tables rondes qui s'insère dans une programmation plus large, c'est de traiter ensemble, à partir des échanges qui ont lieu dans le cadre d'une table ronde, pour ces parties débat, avec des conférences d'invités dont désormais l'ensemble des séances à venir, enfin pour l'ensemble des séances à venir, il s'agira de non-historiens de l'art ou de non-historiennes de l'art, mais de personnes pour qui l'histoire de l'art est une ressource qui peut être plus ou moins importante, on l'entendra. Il s'agit véritablement de poser ces questions, de les faire circuler et de le faire aussi dans un débat avec vous qui êtes présentes et présents ici. En parallèle, une programmation numérique rythmera les semaines à venir avec des vidéos brèves. Alors c'est un peu comme toujours dans nos disciplines, brèves, ça veut dire des durées relativement variables suivant les intervenantes et les intervenants, à travers lesquelles 21 spécialistes représentant un très large spectre des champs disciplinaires de l'histoire de l'art et de l'archéologie, des méthodes, des types d'approches, etc., traiteront de 21 images représentatives des années 2001 à 2021, donc à ces 21 années qui se sont déroulées depuis la création de l'INHA, en essayant de faire en sorte d'avoir toujours à l'esprit cette même idée. À quoi sert l'histoire de l'art? L'histoire de l'art sert à regarder le monde, à le décrypter, à le comprendre, le monde présent, le monde passé, et à ne pas penser ces dimensions comme complètement séparées.
Je vous rappelle également, puisque nous sommes au mois de décembre, que le mois prochain, du 3 au 28 janvier, aura lieu l'opération Tous les jours 20 ans, qui permettra à des personnes qui travaillent à l'INHA de vous montrer, de partager avec vous un objet, une pièce d'archive, une image, une œuvre d'art, une estampe ou autre, tirée des collections de l'INHA, et de la commenter. Ça aura lieu au centre de la salle Labrouste, avec chacun de ces objets accompagné d'un bref texte rédigé par cette personne, avec les images changeant, enfin les objets changeant tous les jours. Évidemment, c'est l'occasion pour moi de redire que si la salle Labrouste est la salle de lecture de la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art, est comme telle réservée, enfin est dans le cadre d'une bibliothèque de recherche, et donc réservée normalement à un public qui est titulaire d'un master ou qui est inscrit en master, donc un public d'enseignants, de chercheurs, de conservateurs, etc. Elle est en réalité également ouverte à tous ceux qui désirent s'y inscrire, et que, à cette occasion-là, c'est aussi l'ensemble des publics qui pourront venir voir ces objets. Je ne vais pas développer ici ce qu'il en est du sensible, je ne vais pas faire semblant d'être un des participants de la table ronde, d'autant qu'on m'a demandé d'être plus court que je n'en ai l'habitude, et que si je me lance sur cette question-là, ça risque d'être très long. Tout le monde me l'a demandé. Pas vous, Marine, parce que vous êtes bien élevée, mais autrement tout le monde. Mais je voudrais juste saisir l'occasion qui m'est donnée de présenter cette soirée pour remercier très vivement Victor Claes et Mathieu L'Église, qui ont conçu la programmation des 20 ans de l'INHA, le service des manifestations et celui de la communication, tout spécialement Maxime Grel également, qui est en charge de la technique et qui fait que à la fois cette conférence peut se dérouler, enfin cette table ronde peut se dérouler dans les meilleures conditions, mais qu'elle peut aussi être diffusée dans les meilleures conditions et archivée dans les meilleures conditions. Le débat de ce soir est modéré par Marine Kiziel, qui est conseillère scientifique à l'INHA, qui est à la fois conservatrice du patrimoine et docteur en histoire de l'art. Sa thèse vient de faire l'objet, avec des adaptations, j'imagine, je n'ai pas lu la thèse de départ, mais j'imagine qu'il y a des adaptations d'un livre autour de la question du décoratif ou de la décoration dans l'impressionnisme, et une manière de revisiter un thème, enfin, ou une période sur laquelle régulièrement on nous explique qu'il n'y aurait plus rien à faire, plus rien à trouver, plus rien à comprendre, etc. Et je crois que son livre montre très exemplairement que c'est une idée complètement fausse, et que, à condition justement d'être capable de tenir à la fois cette acuité du regard, la sensibilité, et du coup de s'impliquer, je dirais, personnellement dans l'objet sur lequel on travaille, et la fibre théorique, qui n'est pas absente des travaux de Marine Kiziel, on aboutit à renouveler les questions, à renouveler le regard, et je crois, possiblement, à renouveler les sensibilités. Elle est attachée à l'INHA, au laboratoire InVisu, et je lui laisse tout de suite la parole. J'ai finalement quand même un peu dit des choses sur la sensibilité, je ne peux pas m'empêcher. Merci Eric pour ces propos, et puis merci pour commencer à vous deux qui êtes ici à mes côtés, ces intervenants divisés par deux, mais 2 fois multipliés puisque nous aurons 2 fois plus le temps de vous entendre ce soir pour ce débat. Éric de Chassey l'a dit, un cycle dans le cadre des 20 ans de l'INHA, ce cycle de manifestations organisé, je les remercie, par Victor Claes et Mathieu L'Église, un cycle de débat donc sur le thème suivant: à quoi sert l'histoire de l'art aujourd'hui, avec des réponses plurielles données de débat en débat, à commencer donc par le divers, le critique. Mais aujourd'hui, nous nous sommes donc rassemblés pour nous demander à quoi sert l'histoire de l'art aujourd'hui, et si, d'aventure, elle ne nous sert pas à nous rendre plus sensibles.
Ce mot de sensible, on va s'y attacher tout au long de cette heure, grosso modo, qui est devant nous. Mais je dois vous confesser, pour commencer, puisqu'on est sensible, je commence par dire que la question m'a posé un certain nombre de difficultés. À quoi sert l'histoire de l'art aujourd'hui? À nous rendre plus sensibles. Je me suis demandé qui était ce nous. Est-ce que ce sont nous, les historiens d'art, ceux qui les côtoient, ceux qui les rencontrent, ceux qui rencontrent leurs travaux, qui les lisent, qui les entendent, qui se rendent à leurs expositions? En somme, est-ce qu'on parle dans ce nous, derrière ce nous, des producteurs, si je puis dire, de l'histoire de l'art, de ses récepteurs, de ceux qui la font ou de ceux qui la reçoivent, des deux côtés de ce grand partage dont parle Bruno Latour entre la science et la société. Et peut-être du coup pour commencer, nous accorder sur un nous général, pourrais-je vous proposer que l'on parle ici, considère que l'on parle ici des acteurs divers, pluriels, critiques, sensibles de l'histoire de l'art. Et puis, avant même de parler du sensible lui-même, et de se demander si l'histoire de l'art nous rend bel et bien plus sensibles, il y a ce plus. Et là encore, je me suis un peu interrogée. C'est un adverbe de qualité, comparatif de supériorité, qui dirige vers une intensité supérieure. Par rapport à quoi? Donc peut-être une difficulté là, et qu'on va pas forcément évacuer, mais sur laquelle je ne veux pas ergoter trop longtemps. Ce serait très, très ennuyeux sans doute que l'histoire de l'art nous rende moins. Est-ce qu'elle doit nous rendre plus? Voilà, je pose la question, est-ce qu'elle nous fait progresser? Est-ce qu'elle nous augmente? Est-ce que plus c'est mieux? Et peut-être là encore, à bousculer un peu les termes pour ouvrir ainsi la discussion, on pourrait partir sur l'idée que l'histoire de l'art peut peut-être nous rendre mieux sensibles. Et j'ouvre ici clairement le champ à la discussion. Et puis ensuite, sensible. Quand même. Est-ce que l'histoire de l'art nous rend plus sensibles? Et la question, elle est pas évidente non plus, dans la mesure où ce à quoi sert fondamentalement une discipline, une science, c'est sans doute pour commencer à nous rendre plus sachants. C'est peut-être là qu'est l'augmentation, le développement en fait dans l'espace, selon les définitions. Parce que pour le dictionnaire, une science, c'est une somme de connaissances, un sentiment qu'on empile, et c'est aussi la connaissance approfondie des choses, dans ce qu'elles sont, et là, on a l'impression qu'on creuse, on va voir au fond. Et donc, si l'histoire de l'art nous rend plus sensibles, plus sachants, pardon, plus savants, est-ce qu'elle nous rend exactement plus sensibles, ou est-ce que c'est le lien qu'elle nous permet avec ces objets qui sont très divers, hein, des œuvres, des documents, des artefacts, dans le sens le plus ample du terme, même aussi des concepts, des questions. Est-ce que donc c'est le lien qu'elle permet entre nous et ces objets qui nous rendrait plus sensibles? Je crois que c'est une question qui n'est pas aisée, mais qui somme toute amène à se demander si l'on parle ici de l'histoire de l'art en tant que discipline produisant de la science, du savoir, ou si l'on parle peut-être de la manière dont l'histoire de l'art se manifeste, et donc par là de la médiation qu'elle opère entre nous et ces objets. Et c'est là, je crois, qu'on retrouve, qu'on attrape peut-être, pour commencer, le sensible, cette notion vaste et complexe, dont je ne ferai aucun historique ni aucun résumé, une notion qui se place en fait dans l'opposition structurante, au moins en Occident, depuis Pythagore, Platon, qui a été reprise à la Renaissance, mais d'aucuns sauront en parler mieux que moi, entre un monde sensible et un monde des nombres. C'est-à-dire cette opposition, elle structure ce qui se passe entre le sensible et l'intelligible, entre ce qui dépend de nos perceptions, changeantes, personnelles, instables, et ce qui serait immobile, éternel, vrai. Et dans tout cela, il y a bien sûr en Occident, l'ombre d'un très très fort jugement, puisque dans l'opposition entre monde sensible et monde vrai, il se loge l'ambition de se libérer des illusions et des erreurs, des opinions incertaines, des préjugés, des intuitions peut-être, des croyances, et de toutes les formes d'errance de la pensée. Mais alors, et c'est vraiment cela les questions de ce soir, quid des perceptions et de leur représentation? Quid de la matière? Quid des corps? Quid de nos affects, de nos intuitions? Quid en fait de tout ce qui échappe au nombre, au vrai, au mesuré, au régulier, et qui nous ramène à ce que nous sommes dans notre humanité, à nos identités plurielles, à nos façons de percevoir, d'interpréter, d'imaginer, et donc de nous projeter. Et c'est de tout cela, immensément vaste, que l'on parlera aujourd'hui avec nos deux invités, en guise de prolégomène.
pour commencer, à ma gauche exactement, Vincent de Lieuvin, conservateur en chef du patrimoine au musée du Louvre. Vous travaillez, Vincent, au département des peintures. Vous avez, je crois, débuté au château de Compiègne. Nous partageons un passé désormais lointain de conservateur de tableaux dans des châteaux, je crois. Vous êtes en charge des peintures italiennes du XVIe siècle et d'œuvres peut-être plus sensibles que d'autres, les MNR. Ces œuvres issues de la récupération artistique. Et puis, vous avez été commissaire de nombreuses expositions au Louvre, hors les murs, Titien, Tintoret, Véronèse, Rivalité à Venise, en 2009. Vous avez été également le commissaire de l'exposition Raphaël, les dernières années, en 2012, l'exposition de la Sainte-Anne, cet ultime chef-d'œuvre de Léonard de Vinci, la même année, et puis de l'extraordinaire exposition, dans tous les sens du terme, Léonard de Vinci, en 2019. Et cette liste fort impressionnante, vous en conviendrez, elle suffit sans doute à dire, si on joue un peu avec les mots, que vous êtes l'homme des missions sensibles, les rivalités vénitiennes, les restaurations hautement surveillées, analysées, scrutées, décriées. C'est toujours le jeu, des grandes restaurations avec la Sainte-Anne. Et puis vous avez été aussi donc l'homme de cette exposition, ce grand monument binational qu'est Léonard de Vinci, avec tout ce que ça comporte d'embûches dans un contexte politique toujours tendu. Quant à celle qui se trouve à votre gauche, exactement. Ariane Fento, vous êtes ancienne élève de l'École normale supérieure, diplômée de l'Institut Courtauld de Londres, maîtresse de conférences en histoire britannique à l'Université de Paris et spécialiste de culture matérielle, plus particulièrement du textile et du vêtement en Grande-Bretagne et dans son empire entre le XVIIe et le XIXe siècle. Et sont ces questions des questions que vous avez abordées dans plusieurs ouvrages, à commencer par The Afterlife of Used Things en 2015, un ouvrage collectif qui portait sur le recyclage au XVIIIe siècle. Plus récemment, dans Objets nomades, cet ouvrage merveilleux collectif qui portait sur les circulations matérielles, les appropriations et les identités à l'âge de la première mondialisation, 16e, 18e siècle, un livre de 2021. Et puis, vous êtes l'auteur avec Barbara Burman de The Pocket, un livre sur l'histoire cachée des vies de femmes, A Hidden History of Women's Life, entre 1660 et 1900, qui est paru chez Yale en 2019. Et enfin, c'est une chose importante, vous coordonnez l'action structurante Global Matters, qui porte sur les circulations matérielles à l'époque moderne, qui associe plusieurs laboratoires dont le vôtre, le LARCA, un laboratoire de recherche sur les cultures anglophones à l'Université de Paris, et qui a mené au lancement d'une collection d'imprimés chez l'éditeur Brepols, mais aussi à la réalisation, nous ne sommes pas les seuls, de capsules vidéo de médiation de la recherche en collaboration avec plusieurs musées de la région parisienne. Alors, ces quelques impressionnantes biographies étant données, je vous précise que donc nous sommes aujourd'hui 3 sur ce plateau parce que Nanette Snoop et Sarah Acid ne sont pas des nôtres. Quant à Sarah Acid, fort regrettée et qui m'a chargé de vous dire combien elle regrettait de n'être pas parmi vous, elle se situe entre 2 tests PCR qu'on lui souhaite tous 2 négatifs. Et c'est ce qui nous prive de sa présence aujourd'hui. Alors, pour commencer ce débat, parce que l'idée n'est pas que je parle trop longtemps, loin s'en faut, je voudrais vous proposer de laisser un temps, c'est un peu rhétorique, mais l'histoire de l'art de côté, et du moins de laisser de côté la discipline scientifique, exactement. Puisque finalement, si l'on se prête au jeu du sensible et de la longue histoire de ce concept, on se trouve, comme je le disais, face à cette nébuleuse suspecte. Des sens, des sensibilités, des matérialités d'un côté, et d'un autre côté, face à la clarté du logos, face au monde vrai. Et il fait peu de doute, sans doute, que, entendu comme science, l'histoire de l'art est du côté du discours. Mais ces objets, vous en conviendrez, ou peut-être me détromperez, appartiennent pleinement au sensible. Quant à nous autres, à vous-même, historiens de l'art, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, sans doute dans cette salle, ou presque, évolue dans un monde sensible. Et si nous sommes rassemblés ici, c'est parce que nous avons tous en partage un goût commun pour l'art qu'on ne saurait effacer dans nos pratiques de discours. Et donc, si Ariane, Vincent, vous êtes des chercheurs, des producteurs de discours, il me semble aussi que dans vos métiers d'enseignants, de conservateurs, de commissaires d'exposition, vous êtes aussi des médiateurs et des médiatrices. Vous travaillez sur, avec, pour des artefacts, des objets, des œuvres, des documents
que vous regardez, que vous étudiez, que vous analysez, que vous exposez, et via l'histoire de l'art, en somme, vous y donnez accès. Vos métiers donc vous ancrent fondamentalement dans la transmission, et c'est par là peut-être que l'on pourrait commencer. Avec une première question pour chacun de vous, je voudrais vous demander comment vous concevez l'histoire de l'art, et si vous la concevez comme une médiation du sensible. Je voudrais vous demander aussi, du coup, quelle place la médiation et la transmission, c'est-à-dire le lien avec la réalité sensible, tiennent pour vous. Normalement, ils sont pas. Oui, Ça marche. Merci beaucoup, Marine, de cette généreuse introduction qui nous donne déjà beaucoup d'éléments pour lancer la réflexion. Alors, est-ce que l'histoire de l'art est une médiation du sensible? Je dirais oui. Je dirais oui, et je ferai référence, alors peut-être à l'idée, enfin au livre de Rancière sur le partage du sensible, où justement il parle de cette séparation entre le postulat qu'il y aurait un partage entre des sensibilités différentes, je l'exprime beaucoup moins bien que lui, et je pense, et c'est pour ça qu'il lit finalement esthétique et politique, disant que de rétablir une communauté du sensible, et il entend partage dans les deux sens opposés, c'est-à-dire le partage, ce que nous avons en partage, et le partage dans le sens de séparation, ségrégation finalement, le postulat que certains ont accès à un certain sensible et d'autres auraient accès à un autre sensible, que nous n'aurions pas ce sensible en commun. Je pense que dans le sens de rétablir la communauté d'une sensibilité, oui, l'histoire de l'art est une médiation du sensible, puisqu'il postule dans la médiation, que ce soit par l'enseignement, j'imagine aussi dans la constitution d'une exposition qui s'adresse à un public qui est varié, de rétablir une communauté de sensibilité autour des objets qui nous intéressent, soit que ce soit dans notre recherche, dans notre enseignement ou dans la création, la pensée, la construction d'une exposition. Alors, sans surprise, je partage évidemment votre position. Effectivement, on est l'un des enjeux. Vous parlez de communauté, effectivement, et moi, je parlerai peut-être davantage de mon expérience pour enrichir peut-être le débat, en tout cas pour le diversifier. On est face, effectivement, dans les musées à une communauté qui vient et qui, confrontée à effectivement cette exposition d'objets variés, très différents les uns des autres, et l'objectif est effectivement d'ouvrir les yeux, d'essayer d'apporter à la fois et un discours et en même temps laisser place, et c'est quelque chose qui pour moi est très important, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un équilibre que l'on puisse trouver entre le discours, la structure qui permette de comprendre la disposition des objets, la raison de la présence de ces objets aussi. Je crois que c'est même un des points de départ aujourd'hui. On est de plus en plus sensible à ces questions-là. Mais aussi, et je crois que c'est très important, laisser place aussi au développement de la sensibilité. Et c'est pour moi quelque chose d'absolument fondamental. Justement, je crois qu'il ne faut pas qu'il y ait aussi trop de mots, trop d'explications. Il faut aussi laisser au spectateur, à celui qui vient, au visiteur, à celui qui est plein d'interrogations, qu'il puisse avoir un certain nombre de clés, mais aussi qu'il ait cette place, une forme de liberté dans son appréhension, parce que tout n'est pas affaire effectivement d'explication. L'histoire de l'art sert beaucoup, mais elle n'est pas totalement pour moi indispensable à l'approche des œuvres et à notre sensibilité. Je crois que tous ici, nous avons pu avoir d'extraordinaires sensations face à des choses, à des objets dont on ignorait absolument tout et dont justement on était dès ce moment-là extrêmement curieux de découvrir davantage de choses. Donc effectivement, l'histoire de l'art est une médiation, bien évidemment, mais je crois qu'elle n'est pas... la mise en scène est aussi quelque chose de très important. La médiation ne se fait pas que par des mots, elle se fait aussi par une scénographie, une mise en scène, une mise en espace qui permettent le développement, l'épanouissement d'une sensibilité libre. Je crois que c'est quelque chose aussi de très important. Donc pour moi, l'histoire de l'art vient presque dans un second temps face à
à cette possibilité d'épanouir la sensibilité du visiteur. Voilà par rapport à cette première question. Alors effectivement après, les possibilités sont multiples de pouvoir devenir de véritables médiateurs en travaillant dans les musées. Effectivement, on a cette chance, enfin on a cette malchance d'être face à des salles. Bien souvent, moi qui travaille au Louvre, c'est un lieu merveilleux, mais en même temps, c'est un lieu, c'est une forme de carcan aussi, puisque les espaces obligent à une certaine disposition des objets. Simplement, les sculptures sont trop lourdes pour être positionnées au premier étage. Donc voilà, les peintures, on est au-dessus. Il y a des classements qui ont été préétablis, qui sont difficiles, sur lesquels il est difficile de revenir. Et finalement, on n'est jamais mieux médiateur dans des espaces, effectivement, que lorsqu'on est commissaire d'exposition. C'est un des moments les plus extraordinaires dans la vie d'un historien de l'art qui travaille dans un musée, ou même s'il travaille pas dans un musée, qui est le moment vraiment de mettre en scène une médiation, à la fois par un discours et en même temps par véritablement la disposition, la scénographie Et il y a cette double chose qui est, à mon sens, essentielle. C'est-à-dire que les choses passent par le visible, la mise en scène, la scénographie, et par aussi un discours adapté. Et d'ailleurs assez varié, je pense que s'adresser à différents types de publics. La difficulté, effectivement, de s'adresser à tous et à chacun. Ariane, vous vouliez rebondir, je crois ? Non, en fait, c'était sur la notion de discours et de science, peut-être, parce que j'ai pas rebondi là-dessus à ma première réponse. Oui, alors moi, je fais effectivement bien partie de ceux, mais j'imagine que nous sommes beaucoup dans ce cas, à ne pas opposer sensibilité et intellect. Tout mon travail, qui est scientifique et qui, bien sûr, passe par le discours, par l'écriture, par donc, bien sûr, nous construisons des discours, mais il me semble important de donner au sensible, à la sensibilité, au matériel, puisque je travaille sur des objets, avec des objets, une place qui n'est pas inférieure à celle du texte. Moi, ma problématique disciplinaire, on va dire, est que je travaille sur des objets qui finalement, sont-ils des objets artistiques ou sont-ils des objets? Je travaille sur le vêtement, au XVIIIe siècle en particulier. Donc, c'est des objets qui n'ont pas forcément une valeur artistique. Ce n'est pas Léonard de Vinci. Je ne travaille pas avec des chefs-d'œuvre. Et c'est des objets qui sont vus comme souvent inférieurs, assez modeste, pragmatique, pratique, et pourtant je pense qu'ils détiennent ou ils peuvent nous donner accès à des connaissances, à une sensibilité et aussi à une connaissance, pas juste une sensibilité, pas juste une sensation du passé, des gens qui les ont faits, des gens qui les ont portés, et à des champs de connaissances qui finalement échappent à d'autres sources, les sources écrites, qui sont celles sur lesquelles les historiens de l'art qui travaillent sur ce type d'objet ont tendance plus à se reposer, en se disant que finalement, l'intellect, ce qui est intéressant, est couché nécessairement par écrit, et que les sources non écrites, finalement, seraient moins riches, plus muettes, mutiques, et qu'elles ne nous diraient rien. Et moi, mon travail, c'est justement de faire parler, alors c'est un travail qui est délicat, c'est de faire parler des sources qui ne disent rien avec des mots, mais qui disent d'autres choses peut-être avec leur matérialité. Donc je suis très sensible à cette idée que ce n'est pas juste le discours, ce n'est pas juste les mots que l'on va poser qui vont guider l'interprétation, le rapport, la rencontre, mais c'est aussi tout le reste. C'est ce que vous travaillez aussi, il me semble, dans ces fameuses vidéos qui sont extrêmement riches, belles aussi, je crois qu'on peut le souligner, sans en faire une chose qui leur soustrait, tout au contraire. Mais vous montrez, vous aussi, des objets. Et ça n'est pas une pratique forcément répandue. Cette sensibilité à la matière, elle s'exprime aussi par la vue. Oui, alors c'est vrai que donc nous sommes des êtres sensibles et nous avons plusieurs sens.
la vue a tendance à être, depuis le 19e siècle, on va dire, a tendance à avoir dominé, être le sens dominant qui structurait la connaissance. C'est un peu l'idée de l'œil qui appréhende le monde, le comprend. La vue serait le sens le plus intellectuel, finalement, au détriment d'autres sens, en particulier le toucher. Et moi, dans mon travail, alors bien sûr, avec les vidéos, on est forcément dans le visuel, mais j'essaye de me rapprocher au plus proche des objets pour que, même si on passe par le visuel, parce que dans les objets de musée, forcément, moi, je peux les toucher de temps en temps, mais... C'est un visuel assez tactile, on pourra en reparler, mais qui est celui de la tridimensionnalité. Voilà. Ne serait-ce que ça n'est pas rien. Et donc, avoir une appréhension des objets qui soit, comme vous le dites, tridimensionnelle, qui ne soit pas juste dans une représentation plate, mais comprendre que l'objet, il est à plusieurs dimensions, à 3, peut-être à 4 dimensions, on pourra en reparler plus tard. Et donc, même si on est contraint pour la médiation dans le cadre de capsules vidéo de le montrer en image, faire tourner l'objet, l'ouvrir, montrer ses mécanismes, le montrer dans son dynamisme, et se rapprocher au plus proche de ses matériaux, de sa matérialité. Là, je ferai référence à Henri Faucillon sur l'éloge de la main, qui nous rappelle que c'est par la main que l'homme sait que l'objet a un certain poids, qu'il est lisse ou qu'il est rugueux, et que c'est je crois que c'est sa phrase, c'est dans la paume de ses mains que l'homme a fait l'expérience du monde. Donc pour moi, l'appréhension de l'œil, il est accompagné de celui de la main. Je veux rebondir parce que je me suis senti piqué non, pas du tout. avec Léonard de Vinci qui est justement, mais qui sont le problème des objets aussi peut-être trop célèbres et des objets de grands musées, on va dire, qu'on appelle grands musées, et qui ont le problème, eux, d'être face à des icônes qui sont en plus de plates images, ce qui est fort ennuyeux quand on est tout plat, et aussi qui sont des images extrêmement répétées. La Joconde en est un bon exemple, mais il y en a tant d'autres au musée du Louvre et dans d'autres grands musées, et face auxquelles finalement on oublie qu'elles sont un objet, qu'elles ont été créées, et qu'une main est intervenue, que la main originale est intervenue et qu'elle l'a créée. Pour moi, ça a toujours été une des grandes ambitions, des moments où je me suis senti médiateur, effectivement, et davantage comme commissaire d'exposition, et notamment pour Léonard de Vinci, où on est face à des icônes, avant tout des images, c'est d'essayer de restituer au public ce sentiment de création, cet acte de création, et de revenir bien sûr aussi à la matière, à faire comprendre cette matière, de multiples façons, d'abord en essayant de faire vivre les objets différemment de leur vie habituelle dans les salles, et par le jeu de l'éclairage, par une disposition différente, par une mise en scène aussi avec monde de l'atelier en quelque sorte, ne serait-ce que mettre des sculptures, des dessins qui ont aidé à la création de l'œuvre définitive, et puis aussi par un procédé qui m'est très cher, qui était celui de mettre en scène de l'imagerie scientifique de laboratoire, qui ont des noms qu'on oublie vite, ce qu'on appelle la réflectographie infrarouge, mais ça aurait pu marcher avec d'autres typologies d'examen, qui permettent de rentrer un peu fictivement, ce sont des images, ce n'est pas le vrai tableau, mais c'est une image qui est faite d'après le vrai tableau, des rayonnements qui traversent la matière, qui permettent de voir une partie du processus de création. Tout à coup, on est vraiment face à un objet, à un morceau de bois qui a été préparé, qui a été touché, un morceau de bois sur lequel, une peinture sur laquelle on trouve des empreintes digitales. C'est aussi, voilà, il y a quelque chose, il y a la vraie main du créateur qui intervient et qui permet aussi aux visiteurs vraiment de rentrer dans le monde véritablement de la création et d'être beaucoup plus attentif au geste pictural, à la typologie d'un trait, d'un passage du pinceau, à l'importance aussi tout simplement aussi du toucher. Léonard utilisait beaucoup la paume de ses mains pour marquer certaines transitions entre certains passages de couleurs. Et donc, en quelque sorte, comprendre combien l'objet ne peut être compris entièrement que si on observe intégralement sa matérialité. D'une certaine façon, pour moi, c'est toujours la façon dont j'ai compris la façon de faire l'histoire de l'art. Mon histoire de l'art est une conclusion d'une analyse de la matière,
c'est une expérience sensible. J'ai la grande chance, et nous avons la grande chance quand on travaille dans les musées d'avoir cette possibilité alors on touche le moins possible, mais en tout cas, voilà, de pouvoir voir les œuvres, effectivement, sans cadre, sans verre, d'assister aux restaurations aussi, qui sont des moments... Justement, parce que tous deux, là, vous parlez de la main, mais si vous permettez, je voudrais vous emmener vers le corps. Allez, un tout petit peu au-delà, parce que on le voit, on le sent. Si l'on est piqué, c'est qu'on est sensible aussi. On touche au cœur. La sensibilité, c'est nos facultés cognitives. Notre corps est sensible. Nous sommes sensibles parce que là, on est une apparence sensible. Le sensible définit les formes, toutes les formes. Et donc, on vit du sensible. Et dans ce contexte, et vous venez de le faire, précédent. Ce vers quoi je voulais vous mener, mais c'est presque incongru parfois de le rappeler, et pas avec vous, semble-t-il. L'historien de l'art a un corps, les hommes et les femmes qui ont produit ces œuvres et ces artefacts, qui les ont vécus, qui les ont utilisés, qui les ont consommés aussi en quelque sorte, ont un corps, et ces objets eux-mêmes ont un corps. Et justement, ces corps au-delà des mains, dont j'aimerais que nous parlions, peut-être en revenant à Ariane, et bien sûr à la Joconde, qui sera notre fil rouge aujourd'hui, un fil d'Ariane et fil rouge. Ariane, vous l'avez dit, vous vous consacrez à l'étude de la culture matérielle, du textile, du vêtement, donc à des artefacts qui ont été manipulés, mais qui ont aussi été touchés, portés, transportés. Vous vous êtes intéressé à des objets nomades qui circulent dans le monde entier, qui se tiennent parfois dans le tout petit monde de la poche, vers lequel je serais très heureuse qu'on aille parce qu'il est fascinant. Et on est là tout au contact des corps. Et je me demandais, en fait, quelle histoire de l'art vous construisez à partir de ces objets, les objets d'étude, les objets étudiés, et quelle place les corps, mais aussi l'intimité, j'oserais pas dire la vôtre, mais celle en tout cas de tout ce monde qui gravite autour de ces objets, quelle place ils tiennent à cet endroit? La place du corps est centrale dans mon travail, parce que effectivement, je travaille sur des objets qui touchent le corps, pas simplement parce qu'ils sont touchés par la main, mais parce qu'ils sont portés par le corps. Il le revêtent, il l'enveloppe, il l'accompagne dans ses mouvements, dans sa vie. Et il porte, puisque je travaille sur des objets patrimoniaux, sur les vêtements qui sont conservés dans les collections textiles, donc qui gardent les traces de cette mémoire corporelle, enfin ils gardent la mémoire corporelle de ces corps qui les ont portés par les traces d'usure dont ils sont porteurs, par les souillures, les saletés, donc qui nous disent quelque chose des usages qui étaient faits de ces objets, mais aussi il garde une mémoire. Alors dans les musées, malheureusement ça n'est plus, mais je pense qu'on a tous fait l'expérience de la manière dont les fibres textiles gardent la mémoire olfactive d'une personne. Moi j'ai des rubans, une boîte de rubans de ma grand-mère, et si j'ouvre la boîte de rubans, c'est l'odeur de ma grand-mère. Le textile a cette capacité à garder une mémoire du corps avec lequel il a été en contact. Et dans mon travail sur les poches, alors bien sûr les poches que je côtoie, malheureusement elles ont perdu. Je ne pense pas que je pourrais renifler les poches dans les musées. Des fois je peux les toucher, mais les renifler, je pense que ça n'irait pas. En revanche, dans les sources écrites que je côtoie aussi, on voit cet attachement. Par exemple, il y a un cas c'est une source judiciaire d'un homme qui garde les poches de sa femme après la mort de celle-ci et qui garde comme ça un certain nombre de vêtements ayant appartenu à sa femme, et en particulier des vêtements qui étaient portés contre le corps de sa femme, c'est-à-dire une chemise, des bas, une coiffe et la paire de poches. Et il y a des poches qui nous sont parvenues. Alors je vais juste... Voilà, je vais peut-être, parce que là je vous parle de poche, mais en général les gens ne savent pas à quoi ça ressemble vraiment. Donc je travaille sur les objets et j'aime bien dans cette médiation aussi montrer des objets plutôt que des images d'objets, même si bien sûr j'en montre aussi. Alors ça c'est une reproduction, donc ça vous pouvez les toucher. Ouais, vous pouvez les...
Non, non, ça c'est juste une reproduction, c'est juste pour voir. Donc en fait, les femmes, entre le XVIIe et le XIXe siècle, n'avaient pas de poches intégrées à leurs vêtements. Elles avaient donc ces poches qu'elles portaient sous leur jupe, sous leur robe, et auxquelles elles accédaient par des fentes sur le côté de leurs vêtements. Et donc c'était un accessoire séparé du vêtement. Donc on pouvait perdre sa poche, on pouvait mettre sa poche sous son oreiller la nuit, pour en garder le contenu précieux, enfin, ou le plus précieux que les femmes pouvaient avoir. Et c'était vraiment un espace de l'intimité à une époque où les femmes avaient assez peu d'espace dont elles contrôlaient les accès. C'est un objet modeste ce n'est pas un coffret à serrure. Il était à la portée de main des plus modestes. Et donc voilà, c'est sur ces objets que j'ai travaillé qui sont vraiment des extensions presque corporelles, même dans leur forme. Elles ont une forme presque utérine, ces poches, qui leur confère un rôle assez particulier dans la construction d'une intimité féminine à l'époque. Alors je vous ai montré ça là, je ne vais pas la faire circuler, mais j'ai apporté une vraie poche. C'est une poche sans doute d'enfant, qui est plus petite, mais c'est ce que je vous disais sur les signes d'usure. On voit qu'elle est déchirée, qu'elle a été réparée, qu'elle a été reprisée à de multiples occasions. Et ça, on le voit en analysant les fils. On voit que c'est des fils différents, des points différents. En fait, au bout d'un moment, quand on apprend à regarder de près le détail d'un objet, on arrive à décrypter aussi la manière. On peut reconnaître la main, pas forcément d'un artiste, mais de femmes plus modestes. On reconnaît aussi la touche, la manière dont une reprise est faite, et on peut reconnaître comme ça qu'il s'agit de la même main ou d'une main différente. Stitches en anglais, c'est ça? C'est stitches. C'est de l'ordre de la suture en fait, même. Voilà. Ouais, on est vraiment dans le corps. Et il y a une autre manière dont je touche le corps, où je perçois le corps, c'est pas simplement dans leurs usages et dans les traces de vie que ces objets portent, mais c'est aussi dans la manière, et là je rejoins plus votre travail sur la manière dont on reconstruit le geste créateur, c'est-à-dire essayer, à travers une observation fine des matières, des matériaux, de la matérialité de l'objet, essayer de comprendre les gestes de ceux qui les ont créés. Donc pas juste les gestes de ceux qui les ont portés, mais les créatrices ou les créateurs de ces objets, pouvoir reconstituer un peu la chaîne opératoire de gens qui n'ont pas forcément, là encore, laissé de traces écrites de leur savoir. C'est-à-dire que, par exemple, pour ces poches qui étaient faites par toutes les femmes entre le XVIIe et le XIXe siècle, il n'y a de source écrite, il y a une source qui nous explique ou qui explique aux femmes comment faire des poches que vers 1840. Et avant ça, pourtant, les femmes font bien des poches. Donc elles n'ont visiblement pas besoin qu'on leur explique avec des mots comment les faire. Et donc c'est des savoirs qui se véhiculent, qui se transmettent de génération en génération, de mère à enfant, dans des interactions informelles qui ne sont pas consignées par écrit. Et donc il y a tout un pan de savoirs, bien sûr, c'est des savoirs conjecturaux modestes, mais qui échappent au regard de celui qui se contenterait de travailler sur l'écrit, et qu'on peut percevoir, dont on peut percevoir quelque chose en regardant les objets, mais ça implique un regard, comme vous dites, rapproché, qui rentre vraiment dans la matérialité
de l'objet. Et justement, Vincent, vous parliez d'une œuvre, la Joconde, qui a un corps, vous le disiez, assez fragile, ce petit panneau de bois, qui est à la croisée de millions de corps qui viennent traversant les salles jusqu'à elle la voir, et dont l'accès n'est pas finalement si simple. La Joconde, pour ne pas la nommer, elle est dans son caisson climatique, mais vous la connaissez nue, si je puis dire. La Joconde, vous la sortez une fois par an, je crois, lors de ce grand rituel qui, pour nous, est un mythe presque, un culte que vous lui rendez, mais pour aller l'ausculter. Donc c'est comme ça, à la croisée de tous ces corps, que peut-être elle se situe. Comment vous en parleriez ? C'est un cas extrême, la Joconde, heureusement d'ailleurs, parce que c'est aussi un succès qui la rend et qui l'éloigne de nous et qui fait qu'on a du mal à comprendre le tableau aujourd'hui et les intentions du créateur et la force aussi de ce tableau. Mais la Joconde, effectivement, c'est un tableau qui aurait besoin de retrouver toute sa place et cette présence et ce face-à-face à un corps, justement. C'est uniquement, effectivement, en mettant la Joconde nue, c'est exactement comme ça qu'on le dit d'ailleurs dans le jargon du Louvre, en la décadrant, en la sortant de sa vitrine, en la mettant, je dirais, vraiment face à nous, sur un chevalet, et vraiment en regard direct, qu'on comprend d'abord combien elle est grande, en fait qu'elle est à échelle humaine et qu'un réel dialogue s'instaure entre elle et nous et qu'elle est véritablement presque vivante en quelque sorte. C'est le moment où on peut vraiment voir la matière picturale et où on peut ressentir la façon dont justement le geste assez extraordinaire du créateur qui est parvenu avec cette technique de peinture à l'huile à restituer, donner une forme de vibration à la matière et de donner l'impression d'une présence et d'un mouvement dans la peinture. Et c'est vrai que la Joconde devrait être vue uniquement comme ça. Et je crois que c'est comme ça qu'elle a fasciné les contemporains de Léonard et puis des générations, pas seulement d'artistes, mais d'amateurs qui ont pu avoir accès à ce tableau, dans ce dialogue direct. Parce qu'effectivement, ce tableau a été conçu comme une interaction directe entre un spectateur et un visiteur. Alors du côté des œuvres, c'est vrai, de musée, on est moins, en tout cas dans les peintures et les beaux-arts, on a moins malheureusement ce côté, ces présences physiques, mais on essaie quand même de les pister. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant, à travers notamment, on pourrait utiliser toutes les traces que les propriétaires ont voulu laisser sur les œuvres. Alors nous, ce ne sont plus des traces, on n'a pas forcément d'odeur, on n'a jamais essayé, mais c'est vrai qu'il faudrait l'essayer. Je sais qu'on a eu on a été approché pour ça, au Louvre, pour une équipe de recherche qui voulait ressentir les œuvres. Donc ça va être une piste à développer. Mais en revanche, on piste effectivement toutes ces traces, et notamment c'est fondamental, là évidemment ça touche à un autre pan de mes intérêts. Les œuvres, la provenance des œuvres depuis 1933, effectivement c'est fondamental d'essayer de retrouver toutes les traces, des inscriptions, des étiquettes, des passages d'œuvres, d'étiquettes de vente aux enchères chez un marchand, ou des signes qui ont été apposés par un collectionneur très heureux d'avoir cette œuvre et qui il faut après comparer à d'autres marques et qui permettent comme ça de parcourir, de comprendre toutes les mains qui ont eu la chance d'avoir cette œuvre-là. Et donc ça c'est une chose aussi, je crois, très, très importante aussi, qui sont cette histoire des appartenances, des corps qui ont pu bénéficier, jouir de cette œuvre et qui ont voulu marquer l'œuvre par différentes façons. On pourrait aussi tisser le même genre de rapport avec les restaurateurs. Vous parliez il y a un peu la même chose avec la restauration, qui est une chose fondamentale. De la Joconde, parce que les œuvres, elles nous touchent, on les touche, beaucoup, peu. On le dit pas aussi, mais c'est toujours très agréable. J'invite chacun à aller le faire, à aller toucher des œuvres, ne serait-ce qu'à l'hôtel Drouot, parce qu'il y a plein d'œuvres à disposition du toucher. En fait, oui, merci, pas au musée du Louvre. Pas du tout. Et quant à votre Joconde, je n'ai aucune crainte. Mais parlez-nous de la Sainte-Anne et de ceux qui l'ont touchée récemment. Parce que pour restituer les choses, la Sainte-Anne, ce célèbre tableau de Léonard de Vinci, elle a été restaurée dans un musée où les tableaux sont si attendus par leur public. C'est d'abord les ôter à eux, les extraire des salles, c'est ensuite savoir plusieurs mains, celles des restaurateurs, vont aller jusqu'à la matière picturale, voire peut-être
en noter. Évidemment, on n'enlève pas la matière picturale, mais c'est là toujours la suspicion. Qu'est-ce qu'on touche, jusqu'où on va? Dans le cas d'un artiste comme Léonard et de son sfumato pour aller trop vite, on se demande ce qu'on voit encore, ce qu'on trouve, ce qui reste. Et ça crée des tensions. Il y a des gens qui sont touchés parce qu'on touche à une œuvre et qui vous touche, vous, en ricochet. Qu'est-ce que vous faites de cela? Là, on repart sur la sensibilité, effectivement, et le premier coup d'œil, je dirais, le moment où on est tombé amoureux d'une œuvre, qui explique qu'on a du mal à la voir changer. La restauration étant effectivement toujours un moment qui était difficile, puisque une restauration, lorsqu'elle est bien encadrée, lorsqu'elle est bien faite, change une œuvre par la force des choses. L'encrassement, pour les tableaux, les vernis qui ont été posés pendant des siècles et qui se sont altérés, qui sont devenus très sombres, sont retirés, amincis, et donc effectivement l'œuvre change complètement. La chapelle Sixtine devient colorée. La Sainte-Anne, effectivement, qui était presque une grisaille, a retrouvé un bleu, mais un bleu lapis-lazuli intense. Les visages qui étaient plutôt jaunes deviennent légèrement rosés. Tout reprend couleur. Et effectivement, ça peut être un drame de ne plus reconnaître les accords, l'harmonie par laquelle on est tombé amoureux, par laquelle on a voulu, on a aimé Léonard de Vinci, par laquelle on a voulu comprendre mieux Léonard de Vinci. Tout à coup, tout change. On découvre pratiquement un nouvel artiste et ça peut être véritablement un drame. Et du reste, la restauration de la Sainte-Anne a été difficile parce que je crois qu'il a été question de ça, d'une difficulté d'accepter la réalité du tableau et de le voir autrement. Et ça sera sans doute une des grandes difficultés si un jour quelqu'un se lance dans la restauration de la Joconde. Il faudra forcément se lancer un jour dans la restauration de la Joconde puisqu'elle ne cesse de s'assombrir, ça se poursuit inexorablement. Donc il faudra un jour intervenir, mais ça sera effectivement terrible puisqu'elle changera considérablement. Celui de regarder la Joconde du Prado, qui certes est un peu lourde à côté, mais qui a les accords colorés, vraiment la palette originale, et donc ça sera un très très grand changement. Mais ce qui est beau aussi dans ce travail, dans cette approche de la restauration, dans ces actes de restauration, c'est qu'on découvre aussi toute cette vie, cette longue vie d'une œuvre qui a été préalablement restaurée déjà par parfois de grandes mains. On finit par effectivement retrouver un certain nombre de procédés, de processus de restauration communs à beaucoup de tableaux et que l'on peut dater. Tiens, ça c'est vraiment, ce sont des techniques caractéristiques du XVIIIe siècle, du XIXe siècle. Là aussi, on manque de texte, nous n'avons pas de texte. Nous n'avons que des restaurateurs qui aujourd'hui nous disent, c'est vraiment des choses que l'on retrouve, qu'on a retrouvées sur d'autres tableaux et qui sont manifestement des techniques, des produits aussi qui ont été usés dans tel siècle. Et c'est aussi intéressant, ça dit beaucoup aussi de la façon dont on a traité les œuvres. Il y a différentes types de restauration, comment on entendait les rendre plus sensibles d'une certaine façon. Il y a encore 70 ans, on faisait ce qu'on appelait par exemple sur les vernis des restaurations sélectives. On éclairait les clairs et on laissait les ombres dans les ombres. Donc on intensifiait le rapport de clair-obscur, on le rendrait plus contrasté, on faisait ressortir les couleurs vives, mais on laissait les ombres là où elles étaient, tranquilles, qui devenaient de plus en plus profondes, ce qu'on ne fait plus du tout aujourd'hui. Est-ce qu'on rejoignait une histoire de l'art, ce faisant, qui avait par exemple insisté sur ces contrastes? Tout à fait, mais bien évidemment, il est évident que la restauration est un acte critique et qu'elle est intimement liée à son temps. Alors évidemment, on se rassure tous, et moi le premier, en se disant toujours à une époque plus scientifique, très encadrée, mais nous sommes toujours prisonniers de notre époque, sans doute de notre science aussi, de l'état de notre science. C'est pour ça que et bien sûr de la perception et de la création. Léonard de Vinci n'est pas un et indivisible. Il y a 1000 Léonard de Vinci qui sont des visions que des grands historiens de l'art ont porté sur l'œuvre et sur la matière de Léonard de Vinci, et c'est très difficile de s'en abstraire. Lorsque j'ai vu pour la première fois les Léonard de Vinci, j'étais vierge et effectivement, d'une certaine façon, j'ai aimé Léonard de Vinci par moi-même. Mais après, j'ai été transformé, après surtout des décennies de lecture sur Léonard de Vinci, qui ont complètement transformé mon regard et qui ont forcément joué sans doute un rôle, sans que je m'en rende complètement compte, dans mes conseils aux restaurateurs, aux chimistes, aux radiologues, à tous ceux qui ont encadré la restauration. Justement, on prend un panel de personnalités très variées pour pouvoir encadrer ce moment. Mais on est très certainement, mes successeurs, dans 50 ou 70 ans, pourront critiquer sans doute et verront combien on a été très 2012 dans le traitement de la Sainte-Anne. Parlons de traitement, pour continuer cet échange fascinant, Ariane,
vous vous approchez, on l'a dit, hein, de textiles, de choses que l'on portait. Je sais que chez les historiens de la mode, je n'ai pas eu le sentiment que c'était votre pratique, mais certains cousent, refont à l'identique, reportent des matières semblables, différentes. On vous a vu là toucher ses poches. Je crois que votre fil Twitter vous montre la décadrant. Donc c'est déjà dans une approche de conservation-restauration. Et pareillement, j'ai eu l'ébahissement à aller voir ces photos extraordinaires devant les clichés de vos verres à soie. Charmants, qui produisent ces jolis fils jaunes. Je sais aussi que vous teintez grâce à Twitter, à l'Aquilée, que vous avez testé voilà, l'indigo, différents pigments, ce qui d'ailleurs rattache à des programmes ici à l'INHA. Tout ça, ça nourrit vos travaux, cette pratique de la main et presque de la restauration, en tout cas, je pourrais dire aussi de l'archéologie expérimentale. Alors oui, donc effectivement, mon travail sur les objets, il part aussi du postulat que finalement l'objet, il est une manière donc d'accéder à certains pans du passé et qu'il est détenteur de connaissances et que du coup, il y a aussi de la connaissance à acquérir dans le faire. Et donc ça, c'est vrai que ce sont des pratiques qui sont assez, qui ont été un temps très à la mode en France, et puis elles ont été beaucoup moins à la mode, mais qui reprennent un peu, qui sont remises au goût du jour dans les pays anglo-saxons. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des approches de reproduction, sans le côté un peu ringard, on va dire, de la reconstitution historique. Un peu poussiéreuses, qui sont dans l'idée que en refaisant les gestes, on va comprendre certaines choses sur l'objet qu'on est en train d'étudier. Parce qu'on va être confronté finalement aux mêmes problèmes, aux mêmes questions. On va devoir résoudre les mêmes difficultés. Trouver des feuilles de mûrier. Voilà, trouver des feuilles de mûrier. Dans mon cas, c'était le starting point, c'était le point de départ. J'avais un mûrier. J'ai du coup je me suis préoccupée de où trouver des verres à soie. Et bon, cette expérience, je ne pensais pas du tout que vous alliez parler de ça. C'était vraiment quelque chose un intérêt personnel, et ça a été quelque chose pas du tout. Je l'ai pas du tout fait de manière professionnelle. Bien sûr, je m'intéresse au textile, donc j'avais lu des choses sur l'élevage du verre à soie. Je m'intéressais à la soie, mais de faire cet élevage qui a duré 1 mois, 6 semaines, de partir de ce qu'on appelle un grain de verre à soie, qui est une petite graine, jusqu'à un fil de soie, ça a été vraiment quelque chose de très formateur de mon regard et de ma lecture de sources sur la soie. Alors bien sûr, en fait, je lis les mêmes mots, mais je les lis pas de la même manière maintenant que j'ai fait l'expérience de qu'est-ce que c'est de nourrir des vers à soie qui, quand ils en sont à la dernière phase, sont des mangeurs voraces. Et j'en avais que 50. Mais quand on a, et je ne peux pas produire avec le fil que j'ai produit, je ne pourrais pas tisser aucun tissu. J'ai trop peu de soie. Mais voilà, le travail que ça représente de nourrir ces vers à soie, la fréquence à laquelle il faut les nourrir, le soin que ça représente, en fait, tout ça prend une dimension beaucoup plus matérielle, beaucoup plus concrète, et en fait éclaire le regard et éclaire la lecture des autres sources. Voilà. Mais j'irai pas jusqu'à... Enfin, ensuite, je ferai une différence peut-être entre ce qu'on appelle archéologie expérimentale, qui est donc dans l'idée de refaire, et puis ce que certains archéologues ou anthropologues anglais font, qui est ce qu'ils appellent l'archéologie expérientielle, où il y a l'idée de faire l'expérience, c'est pour revenir au corps, l'expérience à travers notre corps, une approche phénoménologique finalement de l'art, qui partirait d'un postulat que finalement on peut être sensible aux mêmes choses en tenant l'objet, on va dire, que l'objet qui a été tenu il y a 200 ans, il y a 300 ans. Moi, j'ai plus de mal avec cette approche parce que je pense que le corps, comme l'histoire de l'art, comme la restauration, a une histoire, et que nos sensibilités
ne sont pas les mêmes, sont forcément sculptés par les temps dans lesquels nous vivons. Et je pense que c'est une erreur de penser qu'en saisissant l'objet, on traverse complètement le temps. Bien sûr. Mais néanmoins, on déroule un fil. Vous parliez de fil de soie. Et in absentia, je voulais amener désormais une partie de l'échange que j'ai eu avec Sarah Asside, après qu'elle nous a donc indiqué son absence aujourd'hui, à son corps défendant. En fait, elle a tiré mon attention sur un essai dont elle vous aurait parlé mieux que moi, qui est cet essai de 1936 de Marina Tsvetaeva, qui s'appelle Mon Pouchkine, qui n'est pas un texte d'historien de l'art, mais qui est un texte construit au départ autour de deux œuvres, de leur perception, donc de cette écrivaine russe de la fin du 19e, début du 20e siècle. Et son Pouchkine, c'est tout d'abord un tableau qui est dans la chambre de sa mère, qui représente le duel entre Dantès et Pouchkine, et donc la mort de ce célèbre poète et écrivain russe. Et puis c'est aussi la statue Pouchkine, elle l'appelle comme ça, pas la statue de Pouchkine, qui est l'objet de promenade quotidienne avec sa nourrice, avec ses parents, et qui est un monde pour elle, un repère de couleurs, de sensations, de taille aussi, d'échelle. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que ce texte de Marina Tsvetaeva, il est écrit en 1936, à la veille du centenaire, en 1937, de la mort de Pouchkine, complètement récupéré au moment des procès de Moscou par le pouvoir soviétique. Et l'époque, dit le traducteur de ce texte, l'époque est au nous. C'est toujours notre Pouchkine parce que c'est nous, le nous soviétique, c'est-à-dire le nous dans lequel vous devez être, sinon vous en êtes exclu, et l'exclusion, on sait comment elle peut se traduire. Et Marina Tsvetaeva, face à cela, parle de son Pouchkine. Le livre s'appelle Mon Pouchkine, et elle le dit incessamment, mon Pouchkine ceci, mon Pouchkine cela, si je puis dire, en abêtissant sa pensée. Et du coup, évidemment, je ne cherche pas à vous demander si vous êtes les uns les autres écrivains, écrivaines, mais simplement ce que vous faites du jeu dans votre pratique et dans votre histoire de l'art. Je répète, ce n'est pas un texte d'histoire de l'art, mais on écrit quand même à partir de sa sensibilité. On déroule un fil de soi, sans doute. On déroule aussi nos intuitions dans nos travaux de recherche. On part de quelque part. On ne part pas de rien, on part des autres, c'est entendu, mais on part aussi de soi. Quelle place vous donnez à cela dans votre pratique, dans votre histoire de l'art, Vincent? C'est très difficile parce qu'effectivement, l'histoire de l'art étant une discipline, on a toujours effectivement, on est face à la quête d'une neutralité, d'un discours, voilà, de l'objectivité la plus grande. Et effectivement, je me suis toujours fixé, je continue à me fixer comme, comme objectif de donner à ceux auxquels je m'adresse les clés du jeu, c'est-à-dire que voilà, pour qu'ils puissent comprendre les intentions de l'artiste, une situation historique, le sens d'une œuvre, sans forcément toujours donner une réponse. Pour moi, je tiens beaucoup à une forme de recul et de neutralité. Mais j'imagine bien évidemment qu'il y a aussi une part, on ne peut pas l'éviter, une part de personnalité. Et effectivement, je dirais ce que je cherche, effectivement, ce qui me semble pour moi le plus important dans mon métier et aujourd'hui ce qui guide mon envie de continuer à faire des expositions et de travailler au musée du Louvre, c'est d'éveiller la sensibilité, véritablement c'est pour moi l'essentiel, éveiller la sensibilité du public et l'amener à observer la matérialité. Et effectivement, c'est quelque chose qui est très personnel. J'éprouve, j'ai fait ce métier parce que j'ai eu la chance de vivre quelques années en Italie pendant mes études, et le contact avec l'œuvre m'a apporté une telle, et m'apporte toujours une telle satisfaction. J'ai envie de créer les mêmes choses pour les visiteurs, créer qu'il y ait le même sentiment de satisfaction. Et donc j'essaye au maximum que dans mes travaux ressorte cette joie, ce plaisir qu'il y a à observer les détails, à prendre de la distance, à se rapprocher à nouveau, à observer le raffinement, la minutie d'une touche ou d'un dessin, en tout cas à toujours revenir à l'œuvre, même régulièrement sans discours, pour pouvoir créer un discours, que l'œuvre soit vraiment le moteur et soit à l'origine de la création du discours. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Est-ce que c'est du coup ce qui est sans doute à l'origine de notre discipline, la description, l'ekphrasis, qui est le lieu de la plus grande sensibilité du locuteur? Parce que parler, dire, savoir faire parler des sources, c'est déjà élaboré. Mais savoir voir et le transmettre par l'écrit, c'est quand même d'abord partir de soi, n'est-ce pas? De son œil, une fois de plus.
Bien évidemment, surtout, par exemple, un exercice qui suit la description, par où commence-t-on une description? Et c'est vrai que on commence par je commence par le visage, ou par la figure, ou par le paysage? Les deux sont tout aussi fascinants. Par les mains ce soir. Ou par le corps dans son entier, disposition de ce corps. Évidemment, il y a toujours effectivement la personnalité qui est là, mais qui a toujours du mal à s'affirmer comme présente. J'avoue que j'écris rarement je. Par exemple, j'ai toujours cette tendance héritée, voilà, de mes études, voilà, très française, à ne pas à exister le moins possible. Donc effectivement, on est là sans être là. C'est toujours et on a aussi de ne pas être trop. On a envie d'être le moins là pour que l'autre existe, pour laisser la place à l'autre. C'est pour ça que cette quête de la neutralité, elle est aussi d'une certaine façon pour moi une invitation à l'autre à exister pleinement et à ne pas trop contrôler son discours. C'est vraiment un des grands enjeux d'ailleurs dans la médiation, lorsqu'on doit écrire des textes, des panneaux de salle, etc. C'est donner à la fois les clés, mais pas trop non plus, pour qu'il puisse y avoir cette rencontre personnelle et cette sensibilité libre qui s'épanouissent. Ça n'est pas facile, hein, c'est très difficile même, je dirais. C'est une des choses les plus difficiles pour moi à faire. Les panneaux de salle sont aussi difficiles que les textes du catalogue. Ce jeu de Léonard était très beau. Et Ariane, est-ce que vous dites jeu, vous qui avez été formée aussi dans le monde anglo-saxon, et puis si vous permettez cette question que j'y rattache, comment est-ce que vous parlez de tout cela, du jeu peut-être, avec vos étudiants? Parce que vous formez des jeux à jouer. Donc effectivement, je travaille beaucoup en anglais et les Anglais sont moins pudiques sur l'utilisation de la première personne. Peut-être en partie aussi à cause ou grâce à l'héritage empiriste dont j'ai pas parlé, mais pour moi c'est important. On parlait au début de partage, de division, d'opposition entre intellectuels et sensibles, entre le monde du vrai et le monde du sensible qui serait plein d'erreurs peut-être. Nos sens nous tromperaient, tandis que notre raison nous apporte la vérité. Et en fait, c'est vrai que dans la culture anglo-saxonne, qui est un peu le monde intellectuel aussi que j'ai d'adoption, hein, que j'embrasse dans mon travail, il y a un renversement de cette opposition du rejet des sens, et plutôt l'idée que, surtout au XVIIIe siècle, les sens sont le moyen d'arriver à la vérité, à la connaissance du monde. C'est Locke qui imagine la page blanche de l'esprit, et l'esprit, tout ce qui meuble l'esprit, tout ce qui remplit l'esprit n'est dérivé que de nos sens et de l'expérience que je fais du monde. Donc je pense que cet héritage locquien de l'empirisme, il a peut-être une conséquence dans la plus grande facilité peut-être que les anglo-saxons ont à utiliser un jeu qui n'est pas un jeu péremptoire, parce que ça s'accompagne aussi d'une autre tradition qui est une tradition rhétorique, et là je rejoins ce que vous disiez, une tradition rhétorique qui est beaucoup moins formelle que la tradition rhétorique française de démonstration, qui est assez dirigiste en fait dans la manière dont on va imposer une interprétation, construire un discours et mener un lecteur à travers des transitions bien ficelées et dont on ne va pas pouvoir dévier à une conclusion à laquelle on veut l'amener, qui a bien sûr ses mérites. Hein. Je suis aussi française et héritière de cette tradition, mais j'ai côtoyé aussi une tradition rhétorique assez différente, qui est l'essai à l'anglo-saxonne, qui est beaucoup plus ouvert en fait dans la manière dont il donne les clés interprétatives, il jette des pistes, mais il ne ferme pas forcément l'interprétation en cloisonnant le chemin que le lecteur est censé prendre. Donc je pense que ce jeu anglo-saxon, il s'accompagne, il n'est pas péremptoire, mais il s'accompagne d'une certaine liberté et d'une place à l'autre. En revanche, le « nous » que nous utilisons peut-être à nous rendre plus sensibles de manière un peu modeste en français,
pour un peu se cacher notre subjectivité. En anglais, il est presque ridicule, puisque c'est une sorte de nous royal. Voilà, donc c'est là qu'il serait plus péremptoire. Merci de nous avoir trouvés, nous. Et sur ce mot qui pourrait être celui, non pas de la fin, mais de la fin de notre discussion, avant d'ouvrir la discussion à la salle, eh bien, pourrions revenir sur les termes premiers de l'échange. À quoi sert l'histoire de l'art aujourd'hui ? À nous rendre plus sensibles, on a trouvé. On a vu comment cette histoire de l'art, la vôtre, elle se bâtit sur du sensible, elle l'inclut, comment parfois elle se demande si elle l'ignore, comment elle en médie, sur les termes de la médiation, comment parfois elle remédie, ce qu'on n'a pas exactement abordé, mais restaurer, réparer, ça ouvre aussi à d'autres domaines de l'ordre de la remédiation, que Nanette Snow pourrait peut-être pu évoquer avec nous. Voilà, donc, pour ne pas conclure, évidemment, et puis pour vous donner la parole à tous, sensibles, je l'espère, aux propos ici échangés. Que l'un et l'autre de vous aient envie de répondre en un mot. Moi, je voulais juste rebondir sur les derniers mots, puisqu'il n'y a pas de question encore, mais sur la façon dont aussi l'historien de l'art peut-être aussi peut orchestrer la rencontre de sensibilités différentes. C'est une chance aussi que l'on a en étant universitaire ou conservateur de pouvoir inviter justement des regards différents. Dont on parlait dont Éric de Chassey parlait tout à l'heure, et qui sont assez extraordinaires. J'ai la chance de préparer un petit projet justement sur la Joconde et avec la possibilité d'interroger des personnalités inattendues, justement des gens qui ne sont pas du tout des historiens de l'art, qui ont, pour certains qui sont artistes, pour d'autres qui sont par exemple restaurateurs aussi, des gens qui ont un autre rapport à la sensibilité, au sensible, qui ne se sont pas nourris de ce discours de l'histoire de l'art, ou très peu, ou souvent dans les traits les plus petits, enfin, les banalités parfois, c'est intéressant d'ailleurs de les écouter, et qui portent justement une vision tout à coup complètement différente sur l'œuvre. Je crois qu'il est de notre rôle aussi, nous qui dominons peut-être davantage l'histoire de l'art, d'ouvrir, c'est pour moi en tout cas un enjeu essentiel, d'ouvrir le regard et de le faire connaître, ce regard davantage auprès du grand public, ces regards différents, ces visions, cette sensibilité complètement différente qui est moins guidée par l'histoire de l'art, mais qui peut considérablement enrichir l'histoire de l'art. En parlant à des artistes, en parlant à un restaurateur, en fait, on voit tout à coup des choses qui étaient face à nous deviennent véritablement visibles. On ne les voyait pas, parce que on n'avait jamais lu dans les livres que l'on avait lus, nous-mêmes ne l'avions pas découvert, parce qu'on n'avait pas la sensibilité qui nous le permettait de le découvrir, et tout à coup, eux regardent et voient des choses que nous ne voyons pas. Donc je crois qu'il est essentiel aussi, l'histoire de l'art se doit d'ouvrir la sensibilité à d'autres spécialités, à d'autres domaines, d'autres disciplines, et je crois qu'on doit être pour ça un peu des chefs d'orchestre, inviter ces regards et autres extérieurs au monde de l'université, des musées, pour s'enrichir vraiment de ces sensibilités très différentes et extrêmement enrichissantes. Je vous avoue, pourtant la Joconde, effectivement, j'ai la chance de la voir depuis une quinzaine d'années toute nue, tous les ans, et bien voilà, il y a d'autres regardeurs voient d'autres choses, et vraiment c'est quelque chose qui m'a, un des enseignements de ces dernières années que je ressens de façon de plus en plus impérieuse en ce moment, vraiment. Ouvrir à d'autres voies. Oui, j'avais une question sur les larmes, parce que un livre, ça peut faire pleurer, une pièce de théâtre, la musique, ça fait pleurer. Et du coup, est-ce que l'image elle-même peut faire pleurer? Est-ce que dans l'histoire de l'art, on voit ça? Et comment est-ce que les historiens de l'art peuvent nous aider à pleurer face à une image? En tout cas, ça existe toujours aujourd'hui.
Moi, je l'ai vu. D'abord, je l'ai vécu très très personnellement. Rarement, c'est vrai, peut-être plus rarement qu'avec la musique, mais je l'ai quand même vécu et on le voit. Je l'ai vu plusieurs fois au Louvre. Effectivement, dans des visites que j'ai pu conduire de temps en temps. Alors, c'est vrai qu'avec un peu un discours, une invitation à scruter l'œuvre. Et devant mes dernières expériences étant avec Léonard, effectivement, je l'ai vu devant la Sainte-Anne, des personnes pleurer véritablement devant ce tableau. Et c'est un tableau, en ayant fait en ayant des contacts réguliers avec nos conférenciers, c'est un tableau qui a ce don manifestement de faire beaucoup pleurer le public. Et les conférenciers m'ont dit qu'ils avaient régulièrement, lorsqu'ils exposaient, lorsqu'ils parlaient de ce tableau, des personnes qui véritablement pleuraient devant le tableau. Donc c'est quand même quelque chose qui existe. Alors après, comment faire pleurer les gens? Je ne sais pas si ça doit être là aussi impérieux. Je pense qu'on peut aussi aimer et être sensible en riant. On peut aussi rire aussi, mais voilà, dès qu'il y a une intensité, moi ça m'intéresse. Mais je crois que c'est quelque chose. L'art, la peinture, les beaux-arts sont capables de véritablement créer ce genre de. J'imagine que les textiles, oui, qu'elles sont tellement. Il y a une telle. Enfin, j'imagine que quand vous ouvrez les rubans de votre grand-mère, les larmes ne doivent être pas très loin, je peux supposer. En tout cas, si vous avez des bons rapports avec elle. Oui, les larmes, enfin la sensibilité ou la réaction vraiment sensible corporelle n'est jamais très loin. Alors, en dehors des rubans de ma grand-mère, moi j'ai eu des larmes, alors pas tellement devant des objets historiques, parce que en fait les contraintes font que je n'ai pas le temps quand je suis dans les réserves, j'ai un temps compté, donc malheureusement j'ai peu de temps pour m'attendrir. Mais en revanche, à Lyon, en fait j'ai fait une formation au musée des textiles de Lyon, les formations du CIETA, qui est le Centre international d'études des textiles anciens. Et à la fin de ces formations, on a des visites dans des ateliers. Et donc, on a visité des ateliers de soyeux où travaillent deux personnes qui continuent de faire des textiles sur des métiers à bras. C'est-à-dire des métiers alors qui sont un peu mécanisés pour soulager leur douleur dorsale, mais qui sont sinon les mêmes métiers à tisser qui étaient utilisés au XVIIIe siècle. Et donc on est dans des bâtisses avec un ensemble de, je vais peut-être pleurer, là un ensemble de métiers et deux personnes sur les épaules, vraiment sur les épaules desquelles, parce qu'ils ont des grands problèmes de mal de dos, repose le savoir-faire, des savoir-faire qui sont sinon complètement perdus. Et donc c'était deux jeunes personnes qui sont extrêmement, qui ont une connaissance infinie et une patience infinie, et qui travaillent sur le même textile, alors des textiles qui viennent ensuite dans les rénovations des châteaux. Par exemple, c'était un jeune, il avait 30 ans, qui écoute de la musique techno pendant qu'il il reproduit des brochets de soie et des lampades de soie qui vont ensuite aller au Métropolitane ou à Versailles recouvrir les bergères et faire les tentures. Et en fait, il travaille, il fait 1 centimètre par jour de ce tissu. Et de voir en fait cette connaissance intime, matérielle, mais qui est en train de se perdre, ça me mettait les larmes aux yeux, parce que en fait, je voyais dans les gestes qu'ils accomplissaient quelque chose, là encore, qui passe pas tellement par d'autres choses que le geste lui-même, et qui s'est transmis, qui est un savoir ancestral et qui est en train de se perdre. Il y a encore une question derrière, juste pour rebondir, si la question t'intéresse. Je crois, il me semble bien que c'est Daniel Arras, dans une de ses émissions de radio, des histoires de peinture, décrit une crise de larmes devant une image. Et il dit, mais on pleure au cinéma, on pleure à l'opéra, on pleure pas devant une image. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je me rappelle de ça. Voilà, bonsoir et merci pour toutes ces interventions. Alors, j'ai une question à vous poser, mais je pense que vous y avez répondu de manière très imparfaite, selon moi. Est-ce que ces connaissances autour et à côté des œuvres ne privent-elles pas le spectateur de l'expérience sensible qu'il
pourrait vivre en faisant confiance à sa propre perception et à son potentiel d'imagination. Oui, effectivement, c'est ce que j'essayais de dire, sans peut-être, vous avez raison, de façon imparfaite, parce que je suis historien de l'art, alors effectivement, je crois beaucoup aussi au discours, mais je suis tout à fait sensible à ce que vous dites. C'est une conversation qu'on a souvent d'ailleurs au musée du Louvre, quand on voit des déferlements de personnes qui visitent, avec le portable à la main et qui passent très rapidement devant les œuvres, et bien souvent on nous dit, bah voyez, finalement, on n'arrive pas dans nos missions vraiment de retenir les gens, de l'attention publique, de véritablement les intéresser. Et en réalité, moi je crois que c'est complètement faux. On ne sait pas ce qui se passe lorsqu'on visite un musée. Nous-mêmes, parfois, on est pressés, alors qu'on est censé être intéressé par ça. Et en fait, dans ces déambulations, il y a des moments sans doute assez magiques où la personne s'arrête devant une chose qui a retenu son attention, dont elle ne saura peut-être rien jamais dans sa vie, n'ira pas sur Internet se renseigner davantage, mais quelque chose l'aura marqué, quelque chose lui aura rappelé peut-être sa vie, je n'en sais rien. En tout cas, une interaction s'est faite, et déjà ça, c'est quelque chose, je crois, d'extraordinaire, de très important, qui peut être très important dans la vie de tout un chacun. Donc effectivement, c'est une des difficultés, c'est-à-dire qu'à la fois c'est une discipline, il y a des connaissances, et l'histoire de l'art est fondée sur quand même, voilà, sur un certain nombre de raisonnements, des recherches en archives, des recherches scientifiques, des méthodes d'investigation variées, et donc on construit un savoir. Et ce savoir quand même est aussi une source d'enrichissement. Là aussi, c'est le fruit peut-être de mon expérience, mais j'avoue qu'en ayant guidé des conférences, des visites, je me suis rendu compte aussi combien des personnes pouvaient passer aussi à côté parfois d'un certain nombre de choses, et qu'on les aide à voir aussi, et des choses qui les bouleversent, qui les fascinent, et qui leur ouvrent véritablement les yeux. Donc effectivement, notre discours, l'histoire de l'art, sert quand même à quelque chose. Après, il faut effectivement savoir peut-être être présent à sa juste place, et ne pas laisser penser que c'est le seul discours. Moi, j'adore l'histoire de l'art, c'est mon métier, mais j'adore aussi visiter les musées sans rien savoir. Dans des périodes pour lesquelles j'ai des connaissances très basiques, eh bien souvent, je me promène simplement, je m'arrête, je regarde, quelque chose m'amuse, retient mon attention. Là aussi, je ne ferai pas de recherche plus ample pour en savoir davantage, mais ce que j'ai ressenti est très important. Il y a une sensibilité, effectivement, je me suis peut-être amusé à faire une interprétation qui est toute personnelle, je ne le dirai jamais, mais qui m'a beaucoup amusé, et je crois qu'elle est aussi importante, elle a son sens. Les musées sont faits pour des interactions individuelles entre l'œuvre et la personne qui le regarde, donc ça a son intérêt aussi. Donc effectivement, il faut être à sa place. Je crois que c'est essentiel d'être là, l'histoire de l'art doit être là, mais elle ne doit pas empêcher ces rencontres singulières, secrètes, poétiques, et où on oublie le discours, on oublie la connaissance, et où notre sensibilité rencontre celle d'un créateur qui a vécu il y a 500, 600, 1000 ans, etc. Donc effectivement, c'est un équilibre à trouver qui n'est pas toujours simple. Parfois, en nos critiques, on nous dit qu'on a trop d'explications, parfois on n'a pas assez d'explications. Vous voyez, c'est un peu la même chose. Trop d'explications empêcherait peut-être ce regard poétique. Aucune explication priverait aussi peut-être le public de davantage comprendre, et d'être davantage ému, et de davantage apprécier l'œuvre d'art. Donc voilà, tout est question pour moi d'équilibre. Merci. Puis-je vous poser une autre question, en fait, mais c'est plutôt une Américaine qui pose cette question. Elle est à Tulsa, en Oklahoma. Alors, comme c'est très controversé aux États-Unis, elle voudrait poser cette question. Je vais vous la poser. Alors, juste une seconde. Voilà. Alors, elle pose cette question. Est-ce qu'il faudrait censurer les œuvres d'art pour que les familles puissent les voir dans les musées? Alors censurées, alors à ce moment-là, on ne les voit pas. Il y a peut-être quelque chose qui a dû m'échapper. C'est-à-dire que si elles sont censurées, c'est des œuvres potentiellement problématiques. Exactement ça. Alors censurer, moi je ne suis pas trop pour la censure. Je crois au contraire pour les œuvres qui posent question, quelles qu'elles soient. Là, je crois que d'autant plus l'histoire de l'art est fondamentale pour éclairer l'existence de cette œuvre,
et pour montrer son côté problématique. Je ne crois pas que ça soit en supprimant un problème qu'on trouve des solutions. Au contraire, je crois que les solutions se trouvent en ayant face à soi le problème et en l'ayant conservant face à nous, en voyant le côté problématique d'une œuvre. C'est absolument fondamental. Mais c'est là où effectivement le discours est le plus important, parce qu'il faut encadrer l'œuvre pour des raisons XY, d'explication, du contexte historique, du contexte de création, d'une idéologie particulière, XY, je ne sais pas le cas précis que vous pouvez avoir en tête, mais en tout cas, il y a des cas effectivement très variés, mais la censure ne me semble pas... Enfin, par censure, j'imagine, vous imaginez mettre la mise en réserve, peut-être. Oui. Alors la mise en réserve, pour moi, elle est effectivement un échec. Pour moi, il est essentiel de montrer les choses et d'expliquer les choses. Je crois que c'est même une obligation, un devoir que nous avons, et de mettre aussi face à présenter au public, voilà, un discours historique, clair, construit, qui permette de comprendre pourquoi cette œuvre a été créée et le côté aujourd'hui problématique de cette œuvre. En tout cas, c'est ma vision. Marine, peut-être, qui a travaillé aussi dans à un Orsay. musée où on expose l'origine du monde, oui, je crois pleinement qu'on ne peut pas faire connaître justement d'autres sensibilités que les siennes qui s'expriment par la création en refusant celle-ci et en appauvrissant la sienne. Et je vous remercie, monsieur, puisque et vous aussi, Vincent, qui avez répondu habilement et justement à cela, vous nous permettez finalement de conclure en voyant que si la sensibilité existe, elle n'a peut-être pas lieu d'être exacerbée jusqu'à des extrémités telles que celles que vous énoncez. Et si les discours sont utiles, c'est aussi pour venir au secours de ces extrêmes. Je me permets de les nommer ainsi, pour revenir au centre du jeu, face à nous, aux œuvres, à nos perceptions, à notre intellection du monde, et finalement à notre place dans celui-ci, qu'on soit ici à l'INHA ou aux États-Unis. Je vous propose de conclure sur cette intervention.